Alors, bienvenue au podcast Le Nord stratégique. Mon nom est Éric Sauvé. Je suis un vétéran des Forces canadiennes, PDG de Innovigo, une compagnie qui aide les compagnies à rentrer dans le marché de la défense. Le podcast, j'en ai pas parlé au dernier épisode, mais c'est un podcast de géopolitique, défense et sécurité. Essayer de parler de qu'est-ce qui se passe dans notre monde, qu'est-ce qui se passe au niveau défense, au niveau de la sécurité dans le monde. Je suis un ancien officier, des Forces canadiennes. J'ai été dans l'infanterie, puis dans le renseignement. J'ai un baccalauréat en histoire, j'ai une maîtrise en études de la guerre. J'ai des déploiements en Bosnie et en Afghanistan, travaillé avec, l'Agence de renseignement de défense américaine, travaillé avec les forces spéciales et je me suis toujours intéressé au sujet de géopolitique et défense. Alors j'ai lancé ce podcast-là. Mon invité aujourd'hui est le professeur Philippe Lagacé. Et professeur Lagacé est professeur agrégé et titulaire de la chaire Barton à l'école Norman Patterson des affaires internationales de l'Université de Carleton. Professeur Lagacé, bonjour. Bonjour. Philippe, on se connaît depuis un certain temps. Tu permets qu'on se tutoie? Absolument. Excellent. Aujourd'hui, on va parler de l'approvisionnement. Alors, souvent, on entend le mot procurement. Et ce qu'on entend beaucoup à Ottawa, l'approvisionnement en matière de défense, le système est brisé. C'est une expression qui circule beaucoup. Philippe a travaillé, professeur Lagacé a travaillé avec un groupe indépendant pendant des années qui conseillait le ministre sur les gros contrats de défense et il s'intéresse beaucoup à la question. Alors, Philippe, je te lance la question. On dit que le système d'approvisionnement est brisé. C'est quoi le problème avec le système d'approvisionnement de la défense? Le système fonctionne tel qu'il a été conçu. La première chose de reconnaître, c'est on a le système que les ministres veulent avoir, en bout de ligne. Ça veut dire que c'est un système qui évite le risque vraiment à tout prix. C'est un système qui tente de bien planifier, d'avoir exactement les besoins opérationnels, les besoins techniques, de s'assurer que les contrats donnent la valeur aux contribuables, de s'assurer que le Canada a les capacités pour les forces canadiennes dont il a besoin dans plusieurs années. Donc, c'est un système qui tente de gérer énormément de complexité, mais ça veut dire qu'on tente d'éviter le risque quasiment à tout prix. Donc, c'est un système qui favorise vraiment un rythme qui est lent, mais qui prend beaucoup de précautions, précisément parce qu'on parle de milliards de dollars. On parle quand même de milliards de dollars qui viennent de qui? Des contribuables. On parle d'un système qui est redevable devant le Parlement pour ces dépenses-là et qui est également redevable à un certain sens devant le vérificateur général et d'autres qui vont questionner les décisions qu'on a prises. Et aussi important, on fait affaire avec des firmes, des compagnies dans le secteur privé qui sont toujours prêts à avoir leurs avocats questionner nos décisions, remettre en question nos contrats. Et donc, on habite un peu dans un environnement, puis c'est pas uniquement le Canada, mais n'importe quel environnement où il y a quand même beaucoup de litiges, où il y a un environnement où il faut toujours faire très attention avec nos contrats, avec la façon qu'on dépense. Ça crée un système, donc, qui est lent, mais qui est lent parce qu'il tente d'éviter le risque. Euh, Est-ce qu'il est brisé? Ça dépend de la façon qu'on le conçoit. La plupart du temps, les contrats de la défense, ils passent sans vraiment de problème. Je dirais même dans 90 des cas, les contrats, ils fonctionnent, ça livre la marchandise, ça va. Par contre, il y a ce 10 des projets, des contrats qui deviennent très politisés, Hmm. ça sème la controverse. On pense au F-35, entre Exact. autres. Les F-35 ou les hélicoptères ou les navires ou quoi que ce soit, où soudainement, il y a beaucoup d'attention médiatique. Les politiciens s'ingèrent vraiment dans le Hmm. débat. Et là, on a la perception que le système est complètement politisé, qu'il n'y a rien qui fonctionne. Mais en même temps, il faut garder en tête qu'on parle pour la plupart de quelques projets qui ont beaucoup, beaucoup d'attention ou qui sont devenus très controversés, mais ce n'est pas la majorité des acquisitions. Mais au-delà des gros projets, parce qu'on entend souvent que le système est fait pour acheter des avions, des chars d'assaut, des navires qui vont nous durer pendant Oui, 25-30 ans. Il ne faut pas qu'on se trompe, mais c'est le même système qui achète un logiciel de dernier cri
Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, l'ordinateur quantique qui s'en vient, moi, j'ai été dans les projets, les compagnies ont de la misère à planifier ou à nous dire qu'est-ce qu'ils vont avoir dans 2, 3 ans. Est-ce que notre système qui prend des années à acquérir, est-ce qu'il est vraiment bien fait en fonction de la réalité d'aujourd'hui? Non, mais je pense que c'est une question importante et elle est un peu différente parce que c'est pas que le système il fonctionne pas, c'est que le système n'est pas nécessairement adapté à la réalité d'aujourd'hui. Ça, Mhm, c'est une autre question. Est-ce qu'on devrait avoir différentes voies pour des acquisitions en informatique, pour des systèmes dont les capacités puis les technologies vivent avec des cycles, tu sais, de 6 mois et non pas de 6 ans? Oui, absolument. Mais encore une fois, on n'est pas vraiment encore prêt à accepter cette réalité. Et ça va nous obliger à avoir une culture qui est plus favorable au risque, qui est plus mhm, favorable au changement, mais en même temps, qui va accepter ce risque? Qui va être redevable quand les choses vont mal? Et on l'a vu à chaque fois qu'on tente, par exemple, d'accélérer le processus, mhm. ou de rester avec le prix ou le budget qu'on a, ça mène souvent à des difficultés. Alors, on peut penser au système de paye Phoenix ici à Ottawa, Mhm. qui a été livré à temps avec le budget, mais ça veut dire qu'on a fait plein d'autres compromis. Et donc, quand le système a été mis en place, il ne fonctionnait pas. Mais une analogie que j'ai vue par rapport au projet, c'est comme une autoroute à 3 voies. OK, il y a la voie lente à droite où tu avances de façon mesurée, tu vois Oui, bien les opportunités, les obstacles. Et la voie du milieu où on devrait normalement conduire et la voie rapide. Durant le temps de l'Afghanistan, il y avait une voie rapide, il y avait des besoins urgents. Et puis le risque là-dedans, c'est de faire des erreurs, de faire des crashs, d'avoir des audits, ça c'est un autre risque. oui. Mais on a comme l'impression qu'on est presque toujours dans la voie lente. Je parle à des compagnies, je leur dis, entre le besoin exprimé et le contrat, on parle de 5, 7, 8 ans, ça décourage les compagnies. Est-ce qu'il y a moyen, ça serait quoi les moyens d'aller plus vite sans nécessairement augmenter les risques pour tout le monde dans la chaîne? On le voit déjà, il y a plein d'études qui ont été faites aux États-Unis et pour différentes autorités, différentes pistes qu'on peut suivre maintenant avec les acquisitions en matière de défense. Donc, on sait que ça existe, on connaît les méthodes, on Mhm. connaît les processus. Mhm. Ce qui reste à changer aussi au Canada, c'est d'apprendre ces leçons-là et de changer les règlements, les politiques internes pour permettre à la défense de se doter de certaines capacités, surtout à la fine pointe de la technologie, de façon différente que de se doter de camions ou Mhm. d'imprimantes ou de Ouais. quoi que ce soit. Mais il faut également reconnaître qu'on a une bureaucratie, un gouvernement qui est très lent et il y a toujours différents acteurs dans le système qui ne veulent pas changer, qui préfèrent la Ouais. façon de faire les choses. Donc, ça prend un certain leadership de la part non seulement du premier ministre, mais de d'autres fonctionnaires de changer la façon de faire les choses. Ça se passe lentement, Ouais. on le voit, d'accord? Il y a du travail qui a été fait récemment, depuis, je dirais, 5 ans, où on a tout regardé les différentes options pour accélérer le processus, pour avoir des acquisitions agiles, etc. Maintenant, il s'agit de les mettre en place. Peut-être avec la nouvelle agence d'investissement en défense, on va voir que finalement, on va entamer ce processus, puis on va arriver avec différentes pistes pour différents types d'acquisitions. Alors, j'ai de l'espoir, mais Ouais. il faut également reconnaître que on parle en ce moment d'un système qui est en mesure de changer en ce moment, qui vit un changement. Alors, on ne sait pas exactement où ça va atterrir. Il y a peut-être une question de culture aussi. Pendant longtemps, la défense avait de la difficulté à interagir avec l'industrie, parler de leurs besoins. Maintenant, ce qu'on entend, c'est des changements structurels puis de culture, c'est on va inviter l'industrie à aller vers les utilisateurs le plus rapidement possible. Oui, Ce qui est une bonne chose parce que pour travailler avec l'industrie, la majorité des gens n'ont pas une très bonne compréhension de l'utilisation des outils qu'ils vont amener. Alors, le fait de les amener aux soldats sur le terrain, selon moi, c'est une bonne chose parce que là, ça permet aux gens de dire OK, j'ai un utilisateur qui me dit voici, ton outil est bon à 80. Est-ce que, est-ce que ce changement-là, ce qui arrive vraiment,
Ou est-ce que tu as parlé de l'Agence d'investissement de défense, stratégie industrielle de sécurité. Euh, Est-ce que vraiment les changements, c'est cosmétique ou on voit un réel changement sur le terrain? On le voit, mais il est lent. Donc, présentement, la nouvelle agence va surtout être préoccupée avec les acquisitions de 100 millions et plus. Cela dit, il y a d'autres changements qu'on va faire pour s'assurer que maintenant, quand on développe une capacité avec une entreprise canadienne, on est en mesure d'acheter la capacité par Oui, après. Auparavant, on n'était pas en le mesure. fameux pathway to procurement, le Exa- moyen de se d'avoir l'acquisition en bout de ligne. Exact. Alors, si on l'a développé et avec une compagnie, on devrait être capable de l'acheter. Mais il y a également, il faut noter, Eric, que c'est là où il y a des questions de justice qui rentrent un peu dans l'équation. S'il y a une compagnie s'il y a plusieurs compagnies, d'accord, qui ont des capacités semblables et qu'il y en a un qui a accès aux forces canadiennes ou au commandement et les autres ne l'ont pas, est-ce que c'est juste? Parce qu'on parle de plusieurs petites ou moyennes entreprises. Si moi, je vois que mon compétiteur a accès à un commandant ou à une unité et que moi, je n'ai pas accès et que mon compétiteur, lui, il se fait donner un contrat, même si moi, je pense sincèrement que ma capacité, elle est meilleure. Je vais te présenter ça d'un autre point de vue. Du Oui, point de vue de la défense, ils aiment beaucoup travailler avec des intégrateurs. oui, Justement, les grosses compagnies oui, qui ont un record, un record éprouvé, oui, qui ont les reins solides. Alors, les petites compagnies, en ce moment, ou les petites et moyennes compagnies, le défi souvent, c'est de trouver qui va être l'intégrateur. oui. Parce que les petites compagnies essayent d'aller directement vers la défense, mais c'est comme s'ils ne sont pas sur le radar. Parce que la défense veut faire affaire avec les gros noms qu'on nommera pas, mais que tout le monde connaît. On arrive Oui. de Kansas il n'y a pas longtemps. Mais je veux tout simplement souligner que chaque solution vient avec un compromis. D'accord? Alors oui, on peut aller plus rapidement, mais il y a des compromis, puis il va y avoir des faillites et des fautes. Pareillement, on peut déléguer l'autorité d'acheter au commandement ou même aux utilisateurs sur le terrain, mais ça veut dire qu'il y aura des perdants. Et le système canadien a toujours tenté de s'assurer que quand il y a des perdants, que quand il vient pour questionner la décision, d'accord, qu'on a une base solide qui explique que non, on était juste, on était équitable avec tout le monde. Maintenant, on commence à rentrer dans un monde où on est en train de dire on va être un peu moins équitable. On va être un peu moins juste pour favoriser un processus plus accéléré. Mais c'est pas vraiment dans la culture canadienne non plus. La culture canadienne, souvent les entreprises veulent sentir que moi aussi, mon compétiteur ne devrait pas avoir un avantage. Mon compétiteur ne devrait pas avoir accès aux forces si moi, je n'ai pas accès. Alors, c'est là où ça explique un peu la raison pour laquelle on s'est retrouvé avec le système qu'on s'est retrouvé. Pourquoi on créait un écart entre les forces canadiennes et les entreprises? Parce qu'on voulait s'assurer que c'était juste. Maintenant, on est en train de changer ça. Mais est-ce que les entreprises vont être confortables avec le fait que parfois, ça ne sera pas eux qui ont accès? Mhm. Mais il y a aussi, tu as mentionné des priorités et des compromis. Selon moi, étant un vétéran, la priorité numéro un, c'est le meilleur équipement pour le soldat. Surtout qu'on parle d'un conflit peut-être en Europe dès 2029. On voit ce qu'il y avait en Ukraine, en Iran. La priorité, c'est le meilleur équipement pour le soldat. Mhm. Mais là, il y en a qui tirent la couverte de leur côté. Service d'approvisionnement Canada, procurement, dans le fond, dit the biggest bang for the buck. Je veux le meilleur pour mon argent. Oui. I7 dit je veux développer l'industrie canadienne. Donc, moi, je vois ça comme un triangle et chacun tire un peu de son côté. Mais la priorité numéro un du gouvernement devrait être nos combattants et non pas nécessairement notre industrie ou avoir le meilleur pour notre argent. Je sais que ça ne fait pas nécessairement l'unanimité. Non, mais il y a plusieurs niveaux ici. Premièrement, comment est-ce qu'on sait c'est quoi le meilleur équipement dans l'absence d'une compétition? C'est un peu ça le dilemme, hein, Mhm. pour les différentes entreprises. Ils vont dire, comment est-ce qu'on sait c'est quoi le meilleur équipement? Si on favorise certaines entreprises, alors on leur donne un accès privilégié, est-ce qu'on a vraiment une situation où on est assuré qu'on a le meilleur équipement? Alors déjà, ça crée un petit pépin. Deuxièmement, l'appui de la population canadienne pour les défenses, pour les dépenses en matière de défense est intimement relié à la création d'emplois
et la croissance économique. J'allais dire aussi la perception de la menace, Oui. peut-être. Ben moins. Tu sais, c'est ça qui est intéressant. Quand on regarde les sondages, les gens appuient présentement les budgets de la défense qui augmentent. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que ça va favoriser les emplois ou Mhm. ça va nous aider à passer à travers la présidence de M. Trump. Mhm. Donc, il y a toujours un équilibre à trouver entre garder un certain niveau d'appui de la population canadienne pour les dépenses militaires, d'une part, et de l'autre part, de se doter de meilleur équipement. Là, il y a un autre élément également. Quand on parle de se doter du meilleur équipement, souvent, ça veut dire de l'équipement venant des États-Unis. Oui. Mhm. D'accord? Mais il faut également donc se questionner sur les vulnérabilités qu'on accepte. Alors, on l'a vu, je ne sais pas si toi tu utilises Claude, le chatbot, Oui. Ben, d'accord? j'ai beaucoup d'exemples de kill switch, les Américains vont Oui, pouvoir oui, oui. revenir. Mais, et là, soudainement, la semaine passée, les États-Unis ont décidé que non, ils allaient couper l'accès à un certain aspect de Claude pour les utilisateurs à l'étranger. Ouais. Donc, il y a également cet aspect-là que peut-être que ça nous coûte plus cher de développer une capacité aussi, ici au Canada. Peut-être que c'est moins, c'est pas le meilleur équipement d'un point de vue purement technologique, mais est-ce qu'il y a des considérations non seulement de l'appui de la population, mais également de la résilience du Canada Oui. et de la réduction des Ben, vulnérabilités? on veut éviter la dépendance. Et Oui. puis, sans rentrer dans les détails, le F-35, entre autres, américain, beaucoup de gens ont parlé d'un kill switch. Là, les gens voient un kill switch comme une switch qu'on ferme, l'avion tombe en plein vol. Ce n'est pas vraiment ça. Ça peut être l'approvisionnement en pièces, ça peut Oui. être l'entretien, ça peut être les données qu'on donne à l'avion, ça peut être des restrictions du gouvernement. À ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord que le meilleur équipement n'est peut-être pas le meilleur en bout de ligne, Oui. compte tenu de l'administration qu'on a au sud de la frontière et de qu'est-ce qui s'en vient. Mais tu as parlé de faire des tests. Je pense que l'important, qu'est-ce qu'on voit en ce moment, c'est la relation avec l'industrie s'améliore, c'est-à-dire qu'on va voir les intégrateurs, mais on va voir peut-être le deuxième, Mhm. troisième niveau. Et puis, tu sais, la défense, on est élevé à penser en dehors de la boîte. Là, on voit un peu en dehors de la boîte. L'importance de ces tests-là pour les compagnies, c'est qu'on met leur outil dans les mains d'un utilisateur. Et puis, les compagnies le savent très bien qu'ils ne sont pas à 100. Mhm. Mais ces tests-là permettent aussi aux utilisateurs de dire, compagnie A, B, C, voici notre score. Là, à ce moment-là, peut-être que c'est un moyen d'avoir le meilleur équipement pour nos soldats. Oui, au minimum, comme tu dis, on devrait s'assurer que quand on met cet équipement-là dans la main des utilisateurs, qu'on en met de plusieurs différents compétiteurs, d'accord, pour s'assurer qu'on a réellement le meilleur équipement. Pareillement, faut également que l'industrie de la défense soit consciente du fait qu'il y a quand même beaucoup d'argent et même si on ne gagne pas ce contrat-là, qu'il y en a un autre par après qu'on pourrait gagner. Mm. Parce que quand on a cette mentalité vraiment qu'il y a un seul contrat ou qu'il y a très peu d'argent et donc il faut se battre pour chaque scène, c'est ça qui crée cet environnement où on est préoccupé par le litige et par les contrats, Mm. etc. Parce qu'il y a un environnement où l'industrie sent que si je ne gagne pas ce contrat-là, je fais faillite. Mais Donc, je te dirais qu'il y a un bénéfice aussi à aller vers la défense, tester, même si le contrat ne vient pas en bout de oui. ligne. Sans nommer une compagnie, je connais une compagnie qui a gagné des concours ou arrivé très proche dans des concours, amélioré son équipement et l'a Mhm. vendu ailleurs Oui. dans d'autres domaines de sécurité police. Mais je veux changer un peu le sujet, parler un peu de la situation qu'on vit aujourd'hui. On va garder Trump pour plus tard, c'est certain que ça revient Oui. toujours dans les conversations, mais l'Ukraine, l'Iran, les leçons qu'on apprend. En Iran, drone contre drone, coup des intercepteurs et tout. En Ukraine, ce que je trouve intéressant, c'est ce que j'entends des Ukrainiens, c'est pas nécessairement la technologie la meilleure, mais celle on peut trouver des pièces sur le front, remplacer, rapiécer, mettre du duct tape et renvoyer au front. Est-ce que c'est pas des leçons qu'on devrait peut-être apprendre de pas toujours nécessairement chercher le nec plus ultra, mais qu'aussitôt qu'il y a une petite pièce qu'il faut que tu renvoies ça aux États-Unis ou au Canada pour aller chercher le remplacement?
Ouais, il y a une expression maintenant au gouvernement, dans les sacs d'acquisition, je vais la dire en anglais, je vais la traduire par après. Schedule is king. Donc, Schedule is king. Mhm. donc, l'horaire, c'est ce qui règne. Tu sais, auparavant, on était préoccupé avec le fameux triangle d'acquisition, c'est-à-dire la capacité, le temps et le coût. Ouais. Et maintenant, on reconnaît que c'est le temps qui prédomine. Parce que il faut absolument que tu livres la capacité rapidement. Parce que si tu attends trop longtemps, la capacité qu'elle livre, ça ne sert à rien parce que la technologie a déjà été Il devient obsolète très obsolète. rapidement. Et pareillement, si on attend trop longtemps, le coût va augmenter. Donc, avec le niveau d'inflation qu'on vit dans la défense, il faut acheter rapidement pour conserver les budgets. Donc, de plus en plus, on reconnaît que, comme tu dis, ce n'est pas une question nécessairement d'avoir le meilleur équipement, c'est d'avoir qu'est-ce qu'on peut avoir demain. Ouais. On parle souvent maintenant de produits valables au minimum. Donc, minimal viable Ouais. product en anglais. MVP. Ouais. Et ça aussi, c'est un changement de mentalité. Et on reconnaît également que de plus en plus, c'est meilleur d'avoir une plateforme, un équipement en main et de l'améliorer par après, d'accord? Et de l'adapter au lieu de le perfectionner avant qu'il se fasse livrer. Et c'est un changement vraiment de mentalité. Il y a un double bénéfice par rapport à ça aussi. Souvent, les gens ont l'impression que les militaires ont accès à la dernière technologie des derniers cris. Que j'ai vu dans ton visage, ce n'est pas le cas. Alors, pas du tout. Et les projets visent le NEC plus ultra, mais des fois, le soldat se contenterait d'une version peut-être plus minimale. Et non seulement ça, mais deviendrait plus efficace parce qu'il y aurait des meilleurs outils, peut-être pas le meilleur, pour éventuellement viser vers ça. Mais ça, je pense pas que la défense s'en rend tout le temps compte de dire on peut amener quelque chose qui n'est pas le NEC plus ultra pour viser un meilleur équipement plus tard. Oui, écoute, je vais donner un exemple. Les soldats, il y a quelques années, se sont dotés d'une espèce de petit ordinateur personnel. D'accord? Puis on est allé le voir, puis c'était essentiellement, je ne sais pas si tes écouteurs s'en souviennent, d'un Palm Pilot. Un Palm Pilot, oui. Un Palm Pilot. À l'époque que nous, on avait nos iPhone 15. OK? Il venait d'être livré, là, le Palm Pilot. Et là, je peux comprendre pourquoi, il y a 15 ans, très probablement, on voulait un Palm Pilot, il était sécurisé, bon, il était correct. Mais maintenant, de nos jours, est-ce qu'on est tout simplement prêt à vivre, disons, avec un Galaxy au lieu d'un iPhone? C'est peut-être pas parfait, mais mon Dieu que c'est meilleur que le Palm Pilot. Mais il faut également prendre en considération que oui, il y a des questions de sécurité, il faut s'assurer que les pièces qu'on y a accès, que tu sais, il y a plein d'autres choses qu'il faut rentrer dans l'équation. Mais en même temps, oui, tu sais, on peut aller plus rapidement pour éviter de donner à nos soldats un équipement ou des capacités dont la technologie a été surpassée il y a 15 ans. Mais j'avais dit que je ne voulais pas rentrer trop dans les détails, mais il faut quand même parler un peu du cycle. Parce que pour avoir un Palm Pilot aujourd'hui, il a fallu que quelques années en arrière, quelqu'un exprime un besoin. Oui, Au début, je devrais dire une défaillance, oui, un problème. oui. Ensuite de ça, un besoin. Là, cette personne-là, à l'époque, et peut-être à la CANSEC ou des Mhm. compagnies, Oui, a vu l'équivalent d'un Palm Pilot oui, et a écrit des besoins en fonction d'avoir un Palm Pilot. oui, Ces besoins-là sont coulés dans le béton. oui, C'est de courant. oui. Ça ne change pas. Il y a des compagnies, puis là, j'exagère peut-être, mais ils pourraient nous dire oh, j'aurais pu te donner un Palm Pilot 5.0, mais tes besoins, c'est un Palm Pilot 1.0, donc je te donne une vieille technologie. Oui. Est-ce que j'exagère ou c'est Non, tu n'exagères pas, mais on reconnaît que c'est un problème et on essaie de trouver une façon. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les besoins opérationnels des contrats évoluent? Il y a différentes façons de le faire. D'accord? Sauf que d'un point de vue du gouvernement, de la gestion des projets, on ne veut pas non plus on veut pas se retrouver dans une situation où le prix, d'accord, et qu'on ne contrôle pas le prix parce que soudainement, on essaie toujours de suivre les développements technologiques. Alors, il y a toujours un risque où, si on garde le contrat trop ouvert au niveau des énoncés des besoins, là, on peut se retrouver avec un contrat qui surpasse de beaucoup de budget. Alors, il y a toujours cet équilibre-là entre, bon, comment est-ce qu'on s'assure qu'on vit avec le budget qu'on a, mais qu'on est à la fine pointe de la technologie, qu'on le livre rapidement, etc. Et
l'un des problèmes, c'est également toute la mentalité qui entoure les budgets pour les projets. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va donner, le ministère des Finances ou de la Défense va dire, bon, ton projet, tu as un budget de 100 millions. Et on le définit au tout début du projet. On n'a aucune idée combien réellement que ça va coûter. En On fait, n'a aucune idée. En fait, souvent, le 100 millions, on appelle ça plus ou moins 50. Oui. Donc, ça va de 50 à 150 millions au début du projet. Et on met maintenant une contingence de 30 mais même là, on n'a aucune idée réellement parce qu'on n'a même pas parlé aux utilisateurs, on n'a pas vraiment fait les analyses, on n'a pas vraiment parlé à l'industrie. Et là, soudainement, on découvre que notre projet, que nous, on était un peu optimistes, Ouais. on pensait très probablement que ça allait être 100 millions, mais en bout de ligne, c'est 1 milliard. On est optimiste aussi parce qu'on veut le faire rentrer dans la liste des projets. Oui, on est optimiste parce qu'on veut que le ministère des Finances accepte notre liste de projets et accepte notre budget. Parce que d'un point de vue des Forces armées, c'est mieux d'avoir dans une politique de défense notre projet et qu'on oblige essentiellement le gouvernement à le financer plus tard. Alors, c'est au lieu de le sacrifier, Ouais. d'accord, parce qu'on sait qu'il ne rentre pas dans le budget, on va le garder dans la politique de défense. Comme ça, on peut continuer avec, même si on sait qu'on n'a pas l'argent. Je peux peut-être faire une analogie que j'ai entendue. Disons que ça, c'est le pot où on met tous les projets. Les grosses boules qu'on rentre dans le Oui, pot, c'est les chars d'assaut, oui, les avions, les navires, ça rentre. Il reste de l'espace pour des boules un peu plus petites. Mettons dans les centaines de millions, ça rentre encore. Après ça, des plus petites boules. J'ai été sur des projets, on se dit, il reste un peu de place, pas pour une boule à 400 millions, pour une boule à 100 millions. Donc, on va dire que ça va coûter 100 millions oui, en mettant le scope pour 100 millions, mais on va utiliser des termes anglais, scope creep. oui. Quand la grosseur du projet, il y a plein de gens qui ont des bonnes idées, on commençait à 100 millions, mais là, on dit on pourrait rajouter ça qu'on vient de voir, intelligence artificielle, plus de sécurité, pour se retrouver avec d'autres choses. Mais ce que j'entends de toi, puis on entend beaucoup, il faut que ça soit plus rapide, mais je pense qu'il faut qu'on soit plus agile, c'est-à-dire euh, mettre moins de rigidité pour être capable de changer quelque chose au fur et à mesure que le temps avance, non? Oui, sauf que quand on parle d'agilité, il faut également parler d'imputabilité et de, de responsabilité. Pour être plus agile, surtout au niveau des militaires et des fonctionnaires, on doit savoir, d'accord, qu'il y a quelqu'un qui va accepter le risque que nous, on va prendre, d'accord, pour être plus agile et être plus rapide. Mmh. Si nos ministres ne sont pas prêts à accepter ce risque-là, si le vérificateur général ne l'accepte pas comme concept, si la population n'est pas prête à l'accepter non plus, si eux, notre instinct en tant que Canadiens, c'est de blâmer les gens dès qu'il y a une erreur ou dès qu'il y a un contrat qui va mal ou dès qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est un petit scandale ou quoi que ce soit, bien, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Alors nous aussi, là, il faut qu'on soit responsable en tant que Canadiens. À chaque fois qu'il y a un contrat qui va mal, est-ce qu'on exige à nos députés: «Ah, arrêtez ça, coupez-moi ça, mettez plus de règlements», et cetera? Est-ce que nous, on est vraiment prêts à vivre avec le fait que parfois, on va faire des erreurs qui vont coûter des millions? Il y a une question de culture aussi. Oui. On entend le terme en anglais fail forward, Oui, c'est-à-dire avoir des échecs, apprendre oui, des échecs et continuer. On l'entend à tous les niveaux. La réalité, c'est qu'on ne tolère pas l'échec souvent. exact. Il y a un échec, on cherche à blâmer. Oui, Le blâme est difficile à mettre parce que la structure est très diffuse. Il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués. Mais tu parles des contribuables, tu parles des ministres. Moi, je te dirais qu'à l'interne du ministère de la Défense, d'adopter une réelle culture où on dit on a dépensé un peu, peut-être trop, mais on a appris, ça serait pas une mauvaise chose non plus parce que le risque zéro fait en sorte qu'il y a une apathie totale, oui. qu'on est atrophié et on risque. Le plus grand risque, c'est de ne pas avoir qu'est-ce qu'il faut pour plus tard. Non, ça aussi, on le reconnaît qu'en bout de ligne, l'échec, ça va être l'échec de la perte de vie sur une opération. Mais D'accord? en fait, est-ce qu'on le reconnaît ou on le dit, mais on ne le On reconnaît le pas vraiment? reconnaît, sauf qu'encore une fois, c'est bizarre, hein, quand on divise les responsabilités, le- les généraux qui sont responsables pour les pertes de vie
sur le terrain, ce ne sont pas les mêmes nécessairement qui sont responsables pour la livraison de capacité. Je veux qu'on D'accord? embarque là-dessus un peu. Parce que on a chacun nos rôles, d'accord? Puis on a chacun nos responsabilités, puis ça mène à des incitatifs qui sont pas toujours très bien alignés. D'accord? Mais tu as mentionné quoi d'intéressant? Le risque opérationnel, le risque en Oui, opération et le risque institutionnel. oui, C'est quelque chose que je dis souvent. Nos généraux, très compétents, n'ont pas de problème à mettre les gens en danger en opération. Institutionnellement, ont beaucoup de difficultés à prendre de risques pour l'institution. mhm, Puis quand je parle d'institution, c'est le développement des capacités puis de la force qui est essentiel à la future guerre, oui. pas celle d'aujourd'hui, la prochaine. Comment est-ce qu'on peut changer ça dans le contexte d'aujourd'hui où les généraux se sentent parfois un peu seuls, un peu toujours sous la loupe, ont peur de faire des erreurs? Est-ce qu'il y a moyen d'inculquer une culture où on favorise l'erreur pour apprendre à long terme, Essentiellement, ce qu'il faut, c'est de prendre un peu la culture opérationnelle qu'on a et de l'appliquer de la ramener? à- vers l'interne. C'est drôle, j'ai un projet présentement sur les ministères de la Défense à travers le monde et j'ai étudié l'Australie, par exemple. Il y a des généraux en Australie qui m'ont dit, vous savez, nous, à la Défense, on se divise nos leaders en deux groupes. There's des outside dogs, donc les chiens de l'extérieur OK. qui vivent à l'extérieur. Et là, il y a les chiens de l'intérieur. Hein. Puis ceux qui sont à l'intérieur, tu sais, ils apprennent la bureaucratie, ils apprennent comment fonctionner le gouvernement, puis ils apprennent toute la culture bureaucratique. Et ça frustre énormément les chiens de l'extérieur. Oui, OK. Parce que je D'accord? pensais que tu allais vers un bon système, mais moi, je vois beaucoup de problèmes avec Non, ça. mais regarde, mais c'est ça que j'allais dire. Oui, c'est facile de dire on devrait tout simplement rentrer les chiens de l'extérieur à l'intérieur, mais on sait très bien qu'est-ce qui se passe quand on fait ça. Tu as un chien qui fait un peu le dégât parfois, d'accord, qui fait plein de trucs, mais est-ce qu'on est prêt à accepter ça? Est-ce qu'on est vraiment prêt à accepter une mentalité opérationnelle? Et c'est là où ça demande un changement. En Ukraine, ils n'ont pas le choix. Tu n'as pas le choix. Et c'est ça qui manque un peu dans la réalité canadienne. Il n'y a pas vraiment ce risque C'est actuel, la la nécessité. nécessité et la menace existentielle qui oblige les décideurs à agir différemment. Est-ce que nous, Donc, on l'a? on vit dans la ouate un peu. Ouais. On vit dans un monde protégé par 3 océans, une guerre lointaine, mais nos décideurs devraient se mettre dans la mentalité: «J'ai des troupes en Lettonie, je vais peut-être en avoir en Pologne, on va peut-être être isolé près de l'Ukraine». C'est on forme pas une armée pour rester en garnison, malgré qu'on passe la majorité de notre temps en garnison. Ouais. On forme une armée pour aller aux frontières et combattre. Fait qu'il faut que cette mentalité-là s'imprègne dans nos décideurs, mais dans toute la chaîne derrière, selon moi. C'est peut-être un peu le plus gros problème que je vois, c'est une mentalité de temps de paix, non? Ou au minimum de penser que oui, on a des soldats en Lettonie, mais est-ce qu'ils sont là pour se battre ou est-ce qu'ils sont là pour essentiellement être une ligne de piège? Tu sais? Mais parlons ça aussi. Il y a une différence. Si on croyait réellement qu'ils étaient là pour se battre, est-ce qu'on serait prêt à accepter le risque qu'on accepte en ce moment? Ouais. Parce qu'on peut faire de l'analogie avec l'art, notre déploiement en Allemagne Oui. pendant plusieurs années, qui était une ligne de piège pour le rouleau compresseur soviétique qui Mhm. allait frapper les plaines de l'Est. Le déploiement en Lettonie, on me dit qu'on est passé d'une ligne de piège à une première ligne de front, c'est-à-dire que l'OTAN a l'intention de leur demander de peut-être tenir 72 heures, puis d'être soutenu par la suite. Là, je vois dans ton visage qu'il y a un certain scepticisme par rapport à ça. 72 heures. 72 heures, C'est- j'ai pas les plans exacts. Combien de temps que la guerre en Ukraine a duré jusqu'ici? Là? Tu sais, encore une fois, tu sais, quand on parle de 72 heures, est-ce qu'on parle réellement d'une force opérationnelle? Tu sais, et c'est pas pour critiquer les décideurs. Là. Je comprends absolument pourquoi ce qu'on fait. C'est important. Mhm. D'accord? Mais la guerre, ultimement, comme le dit Clausewitz, c'est une question de politique en bout de ligne. On est là, c'est une force politique pour des objectifs politiques. Ce n'est pas une force qui existe présentement pour un objectif militaire. Mais Parce- l'objectif est pas peut-être le
renforcement de la confiance des pays baltes, la C'est dissuasion. politique. C'est ça, oui, c'est Oui, ça, c'est oui, politique. oui. C'est politique, dans le fond, en anglais, c'était la présence avancée aux confins de l'Empire de l'Alliance Oui, face aux visées expansionnistes de Poutine. Donc, il y a un but politique derrière quand même. oui, et c'est d'augmenter le coût pour Poutine à long terme, parce que s'il y a des Canadiens qui sont morts, ça veut dire sur le terrain en Europe, ça veut dire qu'encore une fois, le Canada va se préparer pour une guerre mondiale en Europe. Mhm. D'accord? Contrairement aux États-Unis qui retirent leurs forces. Alors, ça envoie le signal de façon assez claire que nous, le Canada, comme on l'a toujours fait, on va se battre pour l'intégrité et la sécurité de l'Europe. Et ça, c'est très valable et c'est important. Cela dit, il faut quand même reconnaître que, comme dans les deux autres guerres, ça va nous prendre du temps à se mobiliser à grande échelle. Mais D'accord? si on revient un peu au sujet, la mobilisation à grande échelle demande euh, une résilience nationale, demande une chaîne d'approvisionnement Oui. qui va soutenir ça. Moi, j'ai visité une compagnie qui produit des blindés. On me dit, on travaille 4 jours semaine. Très bien, vendredi, Mhm. on laisse les gens aller. J'ai demandé, êtes-vous prêt à travailler 24/7 pour un effort de guerre style Deuxième Guerre mondiale? On me dit que oui, mais je ne sais pas, est-ce que toutes les compagnies qui s'engagent dans le marché de défense sont prêts à se faire dire la commande vient de tripler ou de quintupler et tu dois rouler, tu dois rouler parce qu'il y a un effort de guerre à long terme. Euh, Mais encore une fois, c'est la question de la nécessité. D'accord? On n'était pas là en 1938. Pas du tout. D'accord? avec raison, parce que Oui. c'est. Ben, en fait, on entrevoyait peut-être une guerre, mais Ouais, mais personne ne pensait que ça durait 5 ans. non, mais c'est une situation très semblable, là. On voyait la menace, on savait qu'elle était là. On se préparait lentement à partir de 37. Comme on le fait maintenant, on se prépare lentement, là. Tu sais, on commence à mettre les choses en place. Mais la réalité était que ça a pris jusqu'à 40-41 avant que vraiment on était prêt pour une guerre totale. Tu sais. Et c'est un peu, très probablement, un phénomène semblable. Ça va être un peu pareil avec l'Europe. C'était même semblable avec l'Ukraine. Tu sais, en ce moment, c'est très impressionnant, mais ça s'est développé quand même assez récemment, là. Bien, parlons-en de ça parce que dans la dernière année, la Russie n'a pas fait d'avancée Oui. notable, peut-être même certaines pertes. Comme tu as mentionné, l'Ukraine a quand même encaissé au début. Mhm. L'Ukraine n'était pas prête à sortir des milliers de drones par jour, Exact. n'était Oui. pas prête à envoyer des drones à Moscou qu'on vient de voir, n'avait pas la même ingéniosité, mais là, la nécessité fait en sorte que j'ai vu des reportages des gens qui avaient des entreprises qui avaient absolument rien à voir avec la défense qui se sont transformées. Mais est-ce que c'est pas un peu cette mentalité-là qu'il faut développer? Parce que moi, je le vois dans les compagnies québécoises auxquelles je fais Mhm. affaire. euh, Toutes les discussions ne sont pas perdues, même si on n'a pas de contrat, parce qu'il y a une certaine compréhension de la défense qui se développe dans les regroupements, les chambres de commerce, les compagnies qui se parlent. On fait beaucoup de travail d'éducation. Est-ce que ça, c'est pas nécessairement un pas dans la bonne direction s'il arrive quelque chose? Oui, oui, il y a des choses qui se passent, on se prépare, d'accord, mais il faut, quand on pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne se transforme pas, tu sais, fondamentalement demain? Parce qu'encore une fois, il faut reconnaître que oui, dans l'absence vraiment d'une menace immédiate existentielle ou de la nécessité, les choses sont, fonctionnent de façon quand même assez lente, d'accord? C'est la réalité. C'est un peu pareil avec le changement climatique, là, soyons honnêtes, où on le sait, on la connaît, la menace. D'accord? On la connaît depuis quand même 40 ans. On a fait certaines choses, oui, d'accord? On commence finalement à prendre des mesures efficaces, mais en même temps, on a coupé la taxe pour le climat. On ferme nos usines de piles électroniques pour les voitures. Mm. Tu sais, c'est dans l'absence vraiment d'une menace qui est immédiate, qui affecte directement les Canadiens. Ouais. C'est difficile de mobiliser les gens, comme ce l'était même en Europe. Écoute, les Européens faisaient face à une menace de la Russie évidente en 2014. Mais, encore Mais une fois, ça tant a que pris du temps.
Tant que ça ne s'est pas matérialisé Exact. concrètement, ça ne devient pas la priorité. Je Oui. sais que tu as écrit récemment par rapport à ça en disant: «Oui, on va chercher 5 du PIB pour la défense». Mais là, les Canadiens, en général, ne sont pas nécessairement conscients de où les coupures se feront. Donc, la défense est priorité numéro un dans la tête de bien des gens, jusqu'à ce qu'on dise: ben, c'est les transports, les infrastructures, la santé, l'éducation qui écopent. Est-ce que tu n'anticipes pas un ressac, justement, que les gens vont commencer à questionner? Est-ce qu'on imprime de l'argent ou est-ce qu'on va chercher ça ailleurs? Ben, c'est ça, c'est facile d'être en faveur d'une augmentation des dépenses militaires quand ça dépend surtout de la dette. Parce que la dette, c'est quelque chose qui va affecter nos enfants, c'est pas nous, d'accord? Euh, donc, c'est pas vraiment difficile d'être en faveur de ces dépenses-là. Mais si, dans 5-10 ans, on commence à demander aux Canadiens, est-ce que vous allez accepter une augmentation de 2 de la TPS Pour financer un pour effort financer la... de guerre qui n'existe pas. Exact. Est-ce que vous allez accepter que on va devoir couper dans les transferts en matière de santé au Canada? Est-ce que les Québécois vont être prêts à accepter que le gouvernement fédéral envoie moins d'argent aux Québécois pour leurs services sociaux? Tu sais, c'est là où ça devient réel. D'accord? En ce moment, c'est dans l'abstrait. Donc, oui, les Canadiens, ils l'appuient, d'accord, sont favorables à, à une augmentation. Mais on parle d'un 5 là, c'est triplé le montant qu'on dépense présentement. Triplé. Alors, ça va venir d'où cet argent-là? Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais mon Dieu, il faut être honnête, là. Si on n'est pas en mesure d'expliquer aux Canadiens et de préparer un peu le terrain parmi la population, de savoir, de leur expliquer c'est quoi les sacrifices nécessaires, c'est encore une fois un peu comme le climat, où dès que ça commence vraiment à nous affecter dans notre portefeuille, là, on commence à questionner un peu les priorités. Et on l'a vu avec le climat, ça ne prend pas grand-chose que les gens commencent à virer complètement de bord. Là, lors d'un cycle électoral Oui, et pendant les élections, souvent on dit l'environnement, c'est la priorité numéro un. oui. Après 2, 3 semaines, ça l'a tombé en priorité 4, 5. C'est les emplois, la santé et tout. Il y Fait a, que ça peut être la même chose qui arrive avec la il y a défense. 5-10 ans, on disait qu'il n'y avait aucun parti politique au Canada qui était en mesure de former le gouvernement sans avoir une politique substantielle pour militer contre les changements climatiques. Maintenant, pas du tout le cas. On a complètement changé nos perceptions et nos priorités. Est-ce que la défense est différente? Si soudainement, si la Russie perd la guerre, Ce qui est une qu'est-ce possibilité en ce moment. qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on continue à dépenser 5? Et même là, il y a l'autre question, c'est-à-dire la Chine n'est pas folle. Elle va nous laisser dépenser autant qu'on veut sur les forces armées. Elle va nous laisser créer des économies qui sont hyper fragiles, d'accord? Parce qu'ils savent, un peu comme l'Union soviétique lors de la guerre froide, oui, allez-y, dépensez des sommes astronomiques sur la défense. Nous, on va garder un budget modeste et là, on va gagner par l'entremise de d'autres moyens. Hmm. Hein, on va vous épuiser. La Chine m'apparaît plus patiente, plus stratégique, Oui, plus long terme. oui. On l'a dit, Poutine est rendu quoi, 74, 75 ans, sa dernière chance. Je ne sais pas l'âge de Xi Jinping, mais il voit ça sur un horizon de 25, 50 ans de positionnement avant peut-être même de faire n'importe quel mouvement sur la planète, dans le fond. Oui, puis de leur point de vue, ils regardent les États-Unis qui sont prêts à dépenser 1,5 trillion, d'accord, sur leur budget de la défense et ils regardent la dette aux États-Unis. Donc, on sait que c'est une économie qui, leurs finances, ça ne fonctionne pas. Mhm. Il y a quelque chose qui va casser éventuellement. Et pour la Chine, pourquoi ils ne sont pas obligés de nous battre sur le terrain de guerre? Il faut tout simplement épuiser les États-Unis. Mais ils font peut-être un meilleur usage de tous les leviers du pouvoir, Oui, c'est-à-dire
économique, Nick? militaire, Oui, diplomatique, oui. informationnel. Puis là, on va transitionner un peu vers Trump, qui est vraiment excité par la puissance de combat des Américains, qui veut l'utiliser, Mhm. qui a réussi quand même avec Maduro une opération assez impressionnante. Tenter de refaire avec l'Iran, ça n'a pas fonctionné. Peut-être Cuba, ça pourrait être la prochaine cible. Est-ce qu'il n'y a pas justement aux États-Unis un président qui est obnubilé par son département de la guerre et qui pense qu'un marteau va résoudre à peu près tous les problèmes auxquels il fait face? Mais c'est un problème, je dirais même sociétal. D'accord? Quand on parle d'un budget de la défense, encore de 1,5 trillion, là, c'est une société qui a un peu perdu le sens des choses. D'accord? Il y a d'autres moyens de gagner, il y a d'autres moyens de, d'atteindre nos objectifs. On le voit, les limites de la force militaire. Oui. D'accord? Ça fait maintenant 20-30 ans là, qu'on a vu les limites de l'utilisation de la force. Et que c'est pas une série de victoires non Exact. plus. C'est une série de défaites, soyons honnêtes, une Oui, série de défaites, oui. d'accord? Mais on continue de croire, d'accord, que cette machine militaire sera en mesure de prédominer. Mais C'est une machine qui coûte très cher aussi. oui, Pour parler encore d'approvisionnement, on le sait tous que les grosses compagnies chargent 5 à 10 fois le prix pour financer cette machine-là à 1,5 trillion, sans jamais remettre en question nécessairement la doctrine, l'utilisation et tout. Et quand on se retourne en arrière, Afghanistan, certainement pas une victoire. L'Irak, il y en a qui vont dire que ça a fini par se stabiliser, mais ils ont été pris par surprise, le vide de pouvoir et ont eu beaucoup de difficultés. Maintenant, l'Iran, probablement considérer comme une troisième défaite, et je peux retourner jusqu'au Vietnam. oui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, justement, à se fier juste sur l'équipement, dernier cri, technologie de pointe, on va tout régler avec ça? Ben, c'est un peu ça ce que je dis, c'est très probablement qu'on devrait avoir une vision un peu plus englobante de la sécurité et la défense. Est-ce qu'on dépense assez, par exemple, sur la cybersécurité? Est-ce qu'on dépense assez sur la résilience des citoyens? Est-ce qu'on dépense assez sur toutes les autres mesures de défense, tu sais, avec un gros D, là, qui sont importants? Présentement, on est tellement préoccupé par la guerre en Ukraine qu'on prend pour acquis, d'accord, que c'est l'avenir du conflit. On pense toujours que c'est la dernière guerre qui est la Oui. prochaine. Mais ce qui me préoccupe, c'est que la Chine, elle fait quelque chose de bien différent. D'accord? Elle est en train de mener une guerre économique, Mhm. d'accord, à long terme. Et ce qui me préoccupe, c'est si on n'est pas prudent, on va un peu tomber dans le piège qu'ils sont en train de créer, là. Peut-être que la Chine, Lu Sun Tzu est l'approche indirecte et combattre l'ennemi sans sortir l'épée, Ou de laisser l'ennemi se défaire lui-même. Tu sais, s'auto-saboter, ouais, ouais. c'est ça. Ben, en fait, je veux qu'on parle encore de Trump un peu, justement. Euh, on voit un président, un secrétaire de la Défense qui s'est renommé secrétaire de la guerre, un congrès qui est pratiquement à plat ventre. Tu disais que les Américains, c'est un choix sociétal. Je vois pas les Américains sortir dans la rue pour se plaindre de qu'est-ce qui se passe avec leurs forces armées, avec leur budget. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un kidnapping, un hijacking de l'exécutif du gouvernement fédéral derrière une personne Mhm. et qu'on l'emploie selon notre choix du moment, sans aucune considération pour les conséquences à long terme sur le pays, sur l'influence qu'ils ont au sein de l'OTAN ou ailleurs. Ben, oui. Et quand je dis que c'est un choix sociétal, ce que je veux dire, c'est surtout que présentement, on accepte une dette qui est astronomique. D'accord? Et ça, c'est tous les partis. Ça continue de grimper. D'accord? On voit les risques. Mais les Américains, en ce moment, ne sont pas vraiment honnêtes avec eux-mêmes par rapport à ce que Trump fait, Je dirais premièrement. qu'ils ont peut-être la tête dans le sable Oui, aussi. absolument. Et c'est ça que je trouve même fascinant. Quand je discute des enjeux ou de Trump avec les Américains, ils ne comprennent pas vraiment pourquoi le reste du monde est tellement préoccupé. Ils, ils se disent, ouais, ouais, il est un peu bizarre, mais finalement, tu sais,
pourquoi vous êtes tellement choqués? C'est Mais de gens, je dois dire, de gens éduqués aussi. oui, Pas absolument. Non, 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 nécessairement non, les non. magas purs et Non, non, durs. non, pas les MAGA, même les démocrates, on le voit, là, les gouverneurs des États qui nous disent: «Mais les Canadiens, revenez! Pourquoi vous venez pas?» Ou, ou aussi, ils pensent que c'est vu comme quelque chose peut-être de temporaire Oui, et qu'on va oui. passer l'éponge. Je suis pas certain qu'ils voient l'impact à long Non, terme il de ne la vaut présidence Trump. et les médias américains et tout, c'est une société qui est quand même également très axée sur elle-même. Tu sais, Exactement. ils ont énormément de difficultés à comprendre comment ils sont perçus de l'extérieur. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment de la difficulté à comprendre les effets à long terme de ce qu'ils vivent en ce moment, ce qu'ils font en ce moment. Je peux peut-être en parler. J'ai vécu 3 ans à Washington. J'ai Mmh. travaillé à l'Agence de renseignement de défense, Defense Intelligence Agency. Pendant mes 3 années, mes amis me disaient: «Est-ce que tu entends parler du Canada aux nouvelles de temps en temps?» Ça l'a pris 1 an avant que j'entende le mot Canada aux nouvelles américaines. Et j'écoutais quand même une radio un peu internationale, la Mmh. NPR, National Public Ouais. Radio. La première fois que j'ai entendu le mot Canada, c'était en hiver. Il disait: «Vous savez, le front froid qu'on a en ce moment, il vient du Canada». C'est assez incroyable pour avoir vécu à Washington, peut-être l'endroit le plus éduqué aux États-Unis, au Maryland, de voir comment c'est difficile pour l'Américain moyen d'avoir des nouvelles de l'extérieur. C'est très centré sur le local, l'État, après ça, les États-Unis. Nous, on écoute Radio-Canada, CBC, on entend ce qui se passe dans le monde. Les Américains doivent faire un effort pour aller chercher. À part les gens éduqués qui s'intéressent à ça, il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas feedés de l'information sur le reste du monde. Est-ce que tu as le même constat? Même les gens éduqués, écoute, moi, je suis politologue et un politologue américain, même qui va à Harvard ou les grandes écoles, ça ne change rien. Leur perception de la planète, c'est toujours à travers les La États-Unis. vision américaine. Ils ne comprennent même pas comment d'autres États peuvent fonctionner différemment. Par exemple, ils vont poser la question, ah, pourquoi vous avez cette loi-là au Canada? C'est pas comme ça ici aux États-Unis. Ben, parce qu'on est un pays différent. Ouais, On a des lois différentes. Mais même là, ils ont de la difficulté à saisir pourquoi est-ce que le reste du monde ne fonctionne pas comme nous. ouais, Parce que nous, c'est la norme. ouais. Notre constitution, notre façon de fonctionner, nous, on est l'hyperpuissance. Nous, on est le pays avec le meilleur système au monde. Pourquoi est-ce que vous êtes différent de nous? C'est pas logique. Ouais. Tu sais. Ah, on pourrait faire le tour. Là. On pourrait faire un épisode complet Oui, là-dessus. c'est vrai. Mais je voulais revenir peut-être un peu aux guerres qui ont lieu en ce moment. Un des constats qu'on fait comme en Ukraine, vraiment, euh, le dernier cri n'est pas nécessairement qu'est-ce qui gagne. Puis là, je ne veux pas faire une analogie nécessairement asymétrique, mais est-ce que l'innovation, l'ingéniosité, c'est peut-être pas qu'est-ce qui est en train de faire remporter la guerre aux Ukrainiens par rapport à quand même une armée beaucoup plus puissante, l'armée russe? Oui, mais il y a également les aspects fondamentaux de la guerre en même temps. On le sait. La défense a généralement un Défense avantage. territoriale surtout. Oui, toujours un avantage. D'accord? Il faut garder ça en tête. Oui, l'innovation, elle est importante. Et d'après moi, c'est ça qui a assuré que présentement, les Ukrainiens, même avec leur population qui est beaucoup plus petite, est en mesure quand même de fonctionner et de résister. Donc oui, absolument. Mais il y a aussi la leçon, d'accord, qu'on a. Les pays comme la Chine et d'autres, vont apprendre la leçon. Ça ne vaut pas la peine de tenter de monter une attaque conventionnelle parce que le défendeur va être bien placé pour résister. Parlons-en du conventionnel. Ouais. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression, à lire et à regarder les photos, que le front ukrainien, c'est la Première Guerre mondiale avec des drones? Est-ce que je me trompe? Non, c'est très probablement le cas. Je m'inquiète un peu parce que les technologies militaires évoluent tout le temps et on va trouver des façons de contrer les drones, d'avoir des anti-drones, d'avoir d'autres systèmes. Il faut également toujours reconnaître qu'on ne devrait jamais bâtir une force qui est axée sur une seule capacité ou une seule façon de fonctionner. Donc, pas tout mettre notre argent dans les drones en Non, pensant que ça va écoute, tout résoudre.
tu as été en Afghanistan il y a, il y a 20 ans, l'avenir de la guerre, c'était la contre-insurrection. Ouais, ben, je te dirais que le problème, c'était les bombes artisanales. Donc, ce qui Oui, venait du sol, maintenant, c'est oui. ce qui vient des airs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que notre perception de ce qui va être l'avenir, Oui, d'accord, est toujours un peu axée sur ce qu'on vit présentement. oui. Donc, il faut. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que on a, on a mis de côté la guerre conventionnelle contre les grandes puissances parce qu'on croyait que la contre-insurrection, c'était l'avenir. Et c'est ça on étudiait Oui, dans les écoles aussi. exact. Et maintenant, bon, la guerre des grandes puissances est revenue. Donc, il faut toujours faire attention quand les gens disent qu'il faut abandonner les grandes plateformes, il faut abandonner les navires, faut complètement se doter de systèmes autonomes. Je dis oui, oui, c'est important, ça va faire partie des forces à l'avenir, mais en même temps, les parties fondamentales de la force vont rester en place également. Peut-être que ce que tu dis aussi, c'est que la masse a encore de l'importance aussi. Oui, la masse et, Puissance de feu. et je dirais même l'humain a encore un rôle à jouer. D'accord? On peut le penser à plusieurs égards. Donc, l'AI va faire des avances très importantes, mais il y a certaines décisions qui vont très probablement rester avec un humain. Ouais. Et c'est important de reconnaître ça, que l'humain doit être également en mesure d'agir sur le terrain lors des opérations. Mais est-ce qu'on voit pas un peu un manque d'ingéniosité du côté russe d'être pris dans un système de tranchées Première Guerre mondiale? Je veux dire, ils ont quand même essayé de pousser jusqu'à Mm. Kiev en étirant leur ligne logistique de façon incroyable, ont été forcés de reculer probablement parce que Poutine n'avait pas eu la vraie information sur l'état de ses forces. Mhm. On se retrouve dans une guerre de tranchées, 1000 pertes par jour du côté russe. Ça se compare aux grandes batailles de la Première Guerre mondiale. Oui. J'aurais pensé on a appris Deuxième Guerre mondiale, la guerre de mouvement. Là, on est de retour à une guerre de tranchées, mais avec la seule différence, c'est qu'il y a des drones puis que la ligne de front est complètement transparente pour 10 km. Il n'y a personne qui peut se promener sans être vu de l'ennemi. Oui, je dirais seulement qu'il y a d'autres analyses qui nous disent qu'en bout de ligne, la masse va quand même prédominer, L'emporter. l'emporter. Que oui, présentement, les Ukrainiens, ça va bien. Ils sont capables de faire du dommage quand même assez important envers les Russes. Mais si les Russes sont quand même la masse, que en bout de ligne, les forces de l'Ukraine vont éventuellement être trop épuisées. Puis on ne le sait pas encore c'est quoi la fin de cette histoire. Tantôt, tu as mentionné Clausewitz, puis je veux faire un parallèle avec ça. Clausewitz disait qu'il fallait combattre la volonté de combattre de l'ennemi. Ouais. On vient de voir des frappes ukrainiennes à Moscou assez impressionnantes. Je ne sais pas si les dommages étaient impressionnants, mais les images étaient impressionnantes. Il y a beaucoup de gens qui disent que la guerre pour les Ukrainiens va se gagner quand la douleur va être partagée aux gens de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Est-ce que tu vois quelque chose un peu comme ça? Oui, mais ça revient à la question des drones. C'est quoi le centre de la gravité de cette guerre-là? Le centre de la gravité, c'est pas les forces russes ni les forces de l'Ukraine. Peut-être à un certain niveau, oui, les forces de l'Ukraine, parce que les Ukrainiens, leur politique, leur leadership va toujours continuer à se battre. Le centre de la gravité, par contre, pour les Russes, c'est leur leadership. D'accord? C'est Poutine puis son autorité, sa légitimité. Leadership politique aussi, Oui, pas absolument. nécessairement le leadership militaire. Alors, on peut détruire toutes les forces russes sur le terrain qu'on veut, mais si les forces armées de la Russie ne sont pas le centre de la gravité, ça compte pas. Ce qui compte, c'est la volonté du leadership russe de continuer à se battre et d'infliger la souffrance sur sa propre population. Si la population n'est pas prête à l'accepter, d'accord, mais présentement, on ne voit pas encore d'indices qui nous indiquent que réellement la Russie et le régime de Poutine est en train de s'effondrer. Ouais. C'est intéressant parce que en Iran, ils ont compris que étendre la douleur aux pays du Golfe, c'était peut-être, avec le détroit d'Ormuz, un des centres de gravité ou un des éléments de pivot. Oui. Je crois que les Ukrainiens ont compris que d'étendre la douleur aux oligarques, aux Russes moyens, non, peut-être pas les Russes moyens, aux Russes citadins, c'est peut-être une manière de faire flancher Poutine parce que des pertes de 1000 troupes par jour, Oui. ça n'empêche pas Vladimir Poutine de dormir clairement. Non, écoute, il faut toujours se souvenir les pertes
que l'Union soviétique a accepté lors de la Deuxième Guerre mondiale. 24 millions. Ouais. Hein, 24 millions. C'est une population qui est prête à Mais il accepter. était sur la défensive, par contre, à ce moment-là. Non, non, mais éventuellement, ils se sont allés vers l'Allemagne. Oui, oui. Mais ils ont gagné parce qu'ils étaient prêts, tout simplement, à prendre des pertes astronomiques. Ouais. C'est un peu comme lors de la guerre civile américaine. Le Nord a gagné parce qu'il était prêt finalement à accepter des pertes. Leur doctrine aussi est Ouais. basée sur la masse, Oui, la rapidité, oui, des taux de perte énormes oui, qu'aucune armée occidentale exact. ne tolérerait. Alors, je ne sais pas si les pertes sont assez vraiment pour changer les objectifs de la Russie. Et je pense que les Ukrainiens, ils reconnaissent ça également. Mais tout ça pour dire que quand on dit que, oui, regarde, la guerre, elle a complètement changé parce que maintenant, les drones sont capables de tuer 1000 Russes par jour, d'accord, mais ce n'est pas le centre de la gravité. D'accord? Non, parce qu'il semble qu'il y a un puits sans fond de Russes qui sont envoyés vers le front, Oui. effectivement. Alors, oui, il y a certains des aspects tactiques, opérationnels de la guerre qui vont changer. Les aspects stratégiques demeurent ce qu'ils sont. Et c'est là où, en tant que Canadien, on doit quand même se poser la question, est-ce qu'on se prépare pour est-ce qu'on est trop axé sur les questions opérationnelles tactiques ou est-ce qu'on pense vraiment à la guerre d'un point de vue stratégique? OK. Écoute, Philippe, on a commencé dans un domaine assez technique, l'approvisionnement, mais je savais qu'on allait s'élever. J'espère qu'on n'a pas perdu nos auditeurs au début, mais j'aime beaucoup la conversation et ben, j'aimerais te revoir pour discuter de beaucoup de choses comme l'Ukraine, le futur du Moyen-Orient, la nature de la guerre qui a changé. Je te remercie pour ta générosité. Avec plaisir. Écoutez, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode. C'est un épisode de, justement, un peu plus défense, mais on est passé au géopolitique, un sujet qui nous intéresse tout le temps. Je cherche des sponsors. Si vous connaissez des gens dans l'industrie de la défense, des chercheurs, des compagnies qui veulent investir pour un podcast qui permet d'éduquer la population sur les enjeux qui nous touchent en termes de géopolitique et défense, évidemment, je suis très intéressé. Alors, merci Philippe Merci, et Eric. merci et à une prochaine fois.